Depuis 2019, le parc national a pour ambition de devenir un territoire encore plus accueillant pour les pollinisateurs. Nous avons donc lancé 3 appels à projets pour planter des haies mellifères. L'opération est un succès. 54 agriculteurs et 19 communes se sont portés volontaires. Nous avons distribué 19 000 plants gratuits et nous sommes accompagnés dans cette opération par le copage et Agrouf pour réaliser les diagnostics de parcelles. Cela nous permet de déterminer l'emplacement idéal des haies et le choix des essences qui les composent. Comme notre objectif principal est la mise en place de haies pour les pollinisateurs, des haies mellifères, nous allons choisir des espèces avec des floraisons nectarifères, pollinifères. Nous allons réfléchir à comment les associer en fonction des périodes de floraison, comment les structurer en termes de strates buissonnantes, arbustives, jusqu'à la strate arborescente, de manière à respecter leurs conditions d'habitat préférentielles, mais aussi d'avoir un niveau d'ensoleillement maximal, ce qui permet d'avoir des floraisons les plus riches et diversifiées possibles. Et pour être encore plus en accord avec la faune locale, avec les pollinisateurs en particulier, nous allons choisir des plants appartenant à la marque végétale locale, nous garantissant l'origine locale et sauvage des plants que nous allons planter. Le 10 mars dernier, 70 personnes ont assisté à la restitution des principaux résultats de l'étude hydrogéologique du Causse Méjean à la Genette Verte à Florac. Cette étude, conduite en partenariat avec le BRGM, visait à mieux connaître le fonctionnement des eaux souterraines du Causse. Elle a montré que plus de 95% de l'eau pluviale tombant sur le Méjean termine sa course dans le Tarn. Par ailleurs, le plus grand bassin d'alimentation en eau se trouve à la Malène. Il s'agit de la source bien connue des Ardennes. C'est à ce niveau aussi que se situent les réserves d'eau souterraines potentiellement accessibles. Après 2 ans d'annulation en raison du Covid, le séminaire des présidents et des directions de parcs nationaux a pu à nouveau être organisé en présentiel. Les retrouvailles se sont déroulées chez nous, en Cévennes, du 6 au 8 avril dernier. Les présidents sont allés sur le terrain pour parler de l'Aris. Ils ont rencontré le propriétaire du gîte des Espérelles-Hautes dans les vallées cévenoles. Cet hébergeur, bénéficiaire de la marque Esprit Parc National, réalise 70% de son chiffre d'affaires grâce aux amateurs de ciel étoilé. Les directeurs, quant à eux, se sont rendus sur le Méjean pour observer les vautours et ont pu discuter avec un exploitant qui utilise leur service d'écarisseur naturel. Le 9 mai dernier, 2 jeunes gypaètes barbus ont été libérés sur une vire rocheuse au cœur du parc national. Baptisés Rock et Ray Delcos par les écoliers, ils ont été parrainés par Gilles Vergély, directeur de la Maison des Vautours, et par Alexandre Vigne, premier vice-président du parc national. Depuis 2012, 32 gypaètes barbus ont été réintroduits en partenariat avec la LPO et le parc naturel des Grands Causses. Alors actuellement, il y en a 11 qui sont sur le territoire des Grands Causses. Alors pour le moment, on a très peu d'individus adultes. La longévité d'un gypaète est très importante, autour d'une 30aine d'années. Mais sa maturité sexuelle est aussi assez longue. On a des individus qui sont matures sexuellement à partir de 7-8 ans. Et pour le moment, on n'a que 2 mâles qui sont suffisamment âgés pour être matures sexuellement. Et ces 2 mâles sont d'ailleurs en couple. Rendre le territoire accessible à tous est un enjeu majeur pour l'établissement. Suite à un appel à projet lancé par IPAMAC, 7 agents du parc ont été formés par un organisme spécialisé pour mieux connaître les besoins des personnes en fonction de leur handicap. Suite à cette formation, plusieurs animations spécifiques ont été organisées. C'est ainsi que le 3 juin dernier, au Mas de la Barque, des enfants de l'Institut médico-éducatif de Rochebelle à Alès ont partagé un moment convivial avec les agents dans le cadre de la journée de solidarité de la GMF, partenaire privilégié des parcs nationaux sur ce sujet. On est venu avec 9 enfants, on travaille dans un institut médico-éducatif, donc c'est un accueil de jour pour les enfants en situation de handicap. Les enfants de l'IME, ils sont quand même assez souvent dans une structure
où c'est assez bétonné, assez médicalisé. Et donc le fait de pouvoir être en lien avec la nature, ça leur permet d'être dans des espaces plus vastes, de pouvoir avoir contact aussi avec le milieu naturel, la biodiversité. C'est vraiment important de maintenir ce lien, oui, parce que dans les milieux naturels, c'est vrai qu'on est aussi un peu tous égaux. Voilà, comme ça, ouais. Le parc national a organisé la fête de la nuit le 2 août dernier à La Salle, dans le Gard. Cette manifestation avait été reportée durant 2 ans en raison de la crise sanitaire. Si la canicule a quelque peu limité le nombre de participants lors des animations de l'après-midi, les spectacles de la soirée ont rassemblé environ 300 personnes. Pour cet événement, le parc s'était associé à la commune de La Salle et à la filature du Mazel, faisant ainsi la part belle à la création artistique. On s'est appuyé sur les propositions artistiques qui sont foisonnantes autour de la salle et on a juste enrichi avec un spectacle, le spectacle par la Compagnie du Sarment qui nous propose le spectacle de la Tente, qui est une adaptation d'un album de Claude Ponty, beau spectacle de théâtre que l'on est allé chercher un petit peu plus loin. Celle-là, c'est la mienne. Et puis on a aussi la chance d'avoir une performance dansée dans le cadre d'un appel à projet sur ce dispositif nuit des différents parcs nationaux et régionaux par le collectif Après l'Averse. Une bonne nouvelle est arrivée le 5 août dernier. Le comité de l'International Dark Sky Association a confirmé le label RIS, attribué au parc depuis 2018. Le renouvellement du label pour 10 ans conforte le travail mené avec les communes et les syndicats d'électricité pour moderniser l'éclairage public. Il valorise aussi les actions de sensibilisation conduites avec les partenaires pour réduire la pollution lumineuse et promouvoir le ciel étoilé. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir une qualité de ciel proche de celle du désert de l'Atacama. Les nouveaux aménagements de la Maison du Tourisme et du Parc de Génolac ont été inaugurés le 27 août dernier. Ils visent à rendre ce lieu plus accueillant. Le point d'information touristique et la boutique ont été rénovés. La cour et ses abords ont été aménagés avec du mobilier pour plus de lisibilité et de confort. La nouvelle maison propose aussi un espace d'exposition temporaire. Elle a notamment accueilli cet été les photographies coup de cœur des agents du parc. Moi, ma vision du tourisme, c'est tout simplement faire découvrir culturellement ce beau territoire des Cévennes, et notamment là où nous sommes aujourd'hui. Donc faire venir des touristes qui découvrent l'histoire de ce territoire, qui découvrent les engagements durables de ce territoire, de cette agglomération, découvrent sa faune, sa flore, regardent les étoiles, puisque c'est ici qu'on a le plus beau ciel étoilé de France, accessible par tous et partout. Et donc tout ça, bien sûr, dans une dimension mesurée, pas le tourisme de grande masse, mais le tourisme qualitatif, un tourisme populaire et de qualité. Le 24 septembre, l'établissement a organisé sa désormais traditionnelle journée avec le parc à Saint-Germain-de-Calberte. L'objectif est de faire connaître ses métiers et les actions conduites sur le territoire en lien avec la commune et de nombreux partenaires. 4 balades, des ateliers, et notamment celui sur les enduits naturels qui a fait le plein, des conférences et une table ronde sur la réserve de ciel étoilé ont été proposés au public. Comme nous l'avons encore constaté cet été, le changement climatique est une réalité à laquelle il faut désormais faire face. C'est dans cet objectif que le parc s'est investi dans le projet Nature Adapt porté par l'association Réserve naturelle de France. L'établissement a opté pour une approche concertée, menée en lien avec le territoire, et ce, tout au long de l'année. Ce sont donc près de 400 personnes qui ont participé à des ateliers afin de témoigner de leur vision du changement climatique au quotidien. Elles ont aussi imaginé l'avenir de ce territoire en construisant des récits prospectifs. Nous sommes le 15 janvier 2100, j'ai 90 ans et je suis la gardienne de la mémoire du Mont Aigoual. Bienvenue aux migrants de la côte occitane. Vous avez quitté Montpellier puis Quissac pour rejoindre Niou-Espérou. Toutes les maisons ou immeubles sont enterrés dans un esprit bioclimatique. Tous ont des citernes et réutilisent leur eau usée pour une parfaite autonomie. Grâce au soleil et au vent, chaque maison est autonome en énergie. Nous vivons sobrement et heureux.
La dernière réunion de la mandature du conseil d'administration s'est tenue le 3 novembre dernier au siège du parc. Après avoir passé 7 ans à la présidence, le maire de la plus belle commune du parc, Henri Couder, quitte ses fonctions. Nous le remercions vivement pour son engagement au service de l'établissement et du territoire du parc et nous espérons le revoir souvent à nos côtés. Le conseil d'administration a remis le trophée du parc 2022 à Dylan Wallen, habitant de Val-d'Égoal, pour son association Mamicélium. Ce projet innovant vise à restaurer des écosystèmes avec le mycélium, partie végétative et souterraine des champignons. Le 25 novembre dernier, l'association a été accueillie avec les autres lauréats des réserves de biosphère au siège de l'UNESCO à Paris. Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2023.